Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV et merci d'être là. Nous sommes sur les sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de ces séries de films du moment qu'il y en ait au minimum 3. Et aujourd'hui nous allons parler de la trilogie Le Labyrinthe. On y va! Lève-toi le nouveau. On est arrivé. Bienvenue au bloc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le labyrinthe. Tous les matins quand les portes s'ouvrent, les coureurs s'engouffrent pour trouver la sortie. Personne n'a jamais survécu une seule nuit dans le labyrinthe. Qu'est-ce qui leur arrive? La trilogie du Labyrinthe va passer les mardis sur TF1 prochainement, donc je me disais que c'était le moment d'aborder cette trilogie que j'aime beaucoup. Trilogie qui m'a fait découvrir les livres, un peu comme dans Harry Potter, et j'ai pu découvrir à quel point les livres étaient différents. Et je vais donc traiter ces 3 films en 3 vidéos comme je l'avais fait pour Harry Potter, à savoir en incluant l'adaptation dans mes propos. Amène-toi! Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Labyrinthe, qu'est-ce que c'est? C'est une trilogie dont le premier film nous parle d'un adolescent, Thomas, qui arrive amnésique ou presque dans une plaine avec d'autres adolescents qu'il ne connaît pas, qui sont là depuis un certain temps, et qui vivent entourés de murs géants amovibles qui forment un labyrinthe dans lequel certains s'engouffrent pour tenter de trouver une sortie, en vain. We're trapped, Thomas. Anything you can think of. We've tried it. Did you try a catapult? We tried it. Giant slingshot? Yes. Trampoline? We lost 3 guys with that one. Well then, have you at least tried climbing out of here? Of course we tried it. Vines don't go all the way to the top. Yeah they do. But even if they didn't, couldn't you have at least built a ladder or scaffolding or something? Alright, even if you could get all the way to the top, so what? Then what would you do? Then I'd build bridges across or something and climb out of this mess. I can't believe in 3 years we never tried this! L'arrivée de Thomas, curieux et déterminé à sortir, et guidé pour des raisons obscures que l'on découvre au fur et à mesure, va chambouler le groupe qui va voir en lui un leader au détriment des leaders déjà présents, d'où des tensions qui se créent. C'est donc un film d'action-aventure, un huis clos aussi, en tout cas pour le premier, et c'est le genre de film, puisque j'ai découvert cette licence par le biais du cinéma et non de la littérature dont elle est originaire, qui te tient en haleine dès le début. Sans dire qu'on atteindra des sommets dans le genre sur l'ensemble des 3 films, mais que ce soit à mon sens vraiment très bon, tu es obligé de rentrer au moins dans l'histoire. No, Brendan, don't move! Don't move! Grab my hand. No! Car tu arrives dans ce labyrinthe comme le personnage principal joué par Dylan O'Brien que j'aime beaucoup, depuis Teen Wolf, mais je pense qu'on en reparlera un jour, et tu es curieux du pourquoi du comment. Que font ces jeunes ici? Y a-t-il vraiment une sortie dans ce labyrinthe? Et tu es partagé entre ceux qui souhaitent s'installer dans ce qu'ils appellent le bloc, où ils sont plutôt pas mal, comme Gally, joué par William Poulter que j'ai adoré dans La Famille Miller, acteur dont nous avons parlé ensemble dans la vidéo sur mes tops des comédies internationales, et ceux qui veulent sortir de ce labyrinthe sans savoir ce qui les attend vraiment de l'autre côté, comme Thomas, joué par Dylan O'Brien, ou par Newt, joué aussi par un super acteur que j'aime beaucoup. Car oui, le labyrinthe, c'est déjà un super casting, autant chez les jeunes que chez les adultes, ce qui en fait une partie de son succès, outre son scénario haletant et prenant. Mais comme souvent, quand on regarde le livre de départ, il y a un certain nombre de différences plus ou moins explicables, bien plus dans le deuxième d'ailleurs, mais on en parlera après, et on a déjà parlé d'adaptation sur cette chaîne, mais un film ça coûte cher, et un roman non. Donc donner vie à des romans très visuels avec différents lieux, différentes créatures auxquelles il faut donner vie, ça a un coût, car il faut de la place, il faut des décors, il faut des effets spéciaux, ou parfois même, au-delà des coûts et de la logistique, il y a des choses à l'écrit qui ne passent pas à l'écran. Et dans le labyrinthe, il y a quelques exemples comme ça dont nous allons parler dans chacun des 3 films. Je le sens pas, tire-nous. File-moi la clé. File-moi la clé. Cours, Thomas! On va te faire piéger! Fonce!
propose de parler de quelques exemples du premier film en les mettant en parallèle avec leur version littéraire. Il y a d'abord des différences mineures, des événements qui ne se passent pas au même moment dans l'histoire, mais ça c'est secondaire. Stop calling me Greenie. Stop calling you that? What do you want to be called? Shank? What do you think, boys? Comme par exemple dans le film où Thomas ne se souvient pas de son prénom jusqu'au soir, alors que dans le livre il ne l'oublie jamais. Thomas. Thomas! I remember my name. I'm Thomas! Mais ça a pas vraiment d'impact. Ou alors que dans le film, il y a une seule porte du labyrinthe qui s'ouvre chaque jour, alors que dans le livre, les 4 portes qui sont dans chaque côté du labyrinthe s'ouvrent tous les matins en même temps et se ferment tous les soirs en même temps. D'où un danger perçu et ressenti 3 fois plus grand dans le livre que dans le film. Ou dans le film, le danger vient potentiellement du même endroit, à savoir la porte qui est ouverte. Allez, vas-y! La chose de se refaire, toi! Mais encore une fois, ça reste superficiel. Par contre, un détail plus intéressant et plus clivant, et dont je comprends le choix de l'adaptation de la version ciné, c'est le fait que dans le livre, le ciel soit entièrement factice. La pluie ou les orages sont simulés, comme si c'était tous dans un immense studio ou une zone industrielle qui pourrait s'étendre sur des kilomètres. Alors que dans le film, c'est un vrai ciel, dans un milieu naturel, que l'on ne découvrira qu'à la fin du film. De cette différence naît une différence technologique radicale. Dans le film, c'est un peu comme des romaçons, alors que dans le livre, ils ont de l'eau courante, de l'électricité et du matériel pour laver leurs vêtements par exemple. Une autre différence marquante et intéressante, même si elle ne remet pas en cause l'ensemble, c'est que Albie, le chef du bloc, sera arrivé seul, selon le film, 3 ans auparavant, puis une personne par mois comme ils le disent. Alors que dans le livre, ils sont arrivés une moitié d'un coup, puis un par mois pendant 2 ans. Par ailleurs, dans le livre, ils sont 2 fois plus nombreux que dans le film, mais au cinéma, il ne sert à rien d'empiler, de mettre trop de personnages secondaires inutiles, donc je pense que c'est une bonne initiative d'avoir réduit le nombre. Mais là où le film, et même les films en général, ont fait un choix fort, surtout dans le 2, c'est de supprimer tout ce qui était surnaturel. Car dans les romans, par exemple, Thomas et Teresa peuvent communiquer par télépathie, et le film a fait le choix de ne pas le faire, de ne pas le montrer, car il y a des phénomènes dans le roman qui ne s'expliquent pas, en particulier dans le labyrinthe, comme la nuit où Thomas y entre pour la première fois. Ramène-toi! Dans la scène en question, le film montre un griffeur que Thomas va tuer dans une scène vraiment réussie, alors que dans le livre, il y a plusieurs griffeurs qui entourent Thomas, mais Thomas arrive à les pousser dans un précipice, car oui, dans le livre, il y a des précipices, et les griffeurs disparaissent dans le vide. Non pas parce que le ravin est trop profond et qu'on ne les voit plus, mais parce qu'ils disparaissent à mi-hauteur, comme dans un portail d'énergie. Et dans le roman, tu peux te dire, hein? Alors que dans le film, tu peux pas prendre le risque de perdre le public comme ça, surtout dans une scène clé. C'est le bon côté d'une adaptation qui parfois va prendre des distances par rapport à l'œuvre originale en jugeant qu'elle peut faire mieux ou moins tordue. Car comme je l'ai dit, outre le côté logistique ou le coût, il y a des choses qui ne passent pas du livre à l'écran, et ça c'est un bon exemple. Non pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais comme je le disais, pour l'expérience sur Harry Potter, les livres et les films peuvent être amenés à se compléter. Et je vous conseille vivement de lire les 3 livres dont proviennent les 3 films de cette trilogie. Il y en a même un 4e qui se passe avant mais que je n'ai pas lu. Et pour ceux qui ne lisent pas ou qui lisent peu et qui ont apprécié ces films, lire le livre associé avec les repères qu'on a intégrés, c'est-à-dire les visages, les voix, et découvrir la différence qui existe entre les deux, c'est avoir le plaisir de redécouvrir une nouvelle fois un film qu'on a pourtant aimé. Mais l'exemple le plus différent entre le livre et le film, en tout cas pour le premier film, et c'était peut-être ma seule déception quand j'ai regardé le film après le livre, c'est l'attaque des griffeurs de nuit dans le bloc. Everybody hide! Teresa, come on. Alors attention, ça reste une bonne scène, une très bonne d'ailleurs, mais dans le livre, les griffeurs viennent plusieurs nuits d'affilée et tuent ou enlèvent un blocard par soir. Juste un seul. Et les blocards attendent de savoir qui sera le prochain, fatalement. C'est le moment le plus stressant du livre, et le film n'avait sûrement pas le temps de montrer plusieurs jours et plusieurs soirs qui défilent, donc ça a été synthétisé en une seule et même scène. Et c'est normal, c'est compréhensible car le cinéma c'est aussi une contrainte de temps que le livre n'a pas. La sortie du labyrinthe en elle-même dans le film est aussi différente. Il n'y a pas cette fameuse porte avec le code chiffré, cette fois-ci c'est un code avec des mots, mais peu importe la différence. Par contre il n'y a pas cette balise grise prise dans le griffeur qui les guide, et la sortie est sur le flanc d'une falaise, là où les griffeurs étaient tombés la première fois dans le vide, derrière une illusion d'optique. Et à mon sens, c'est bien moins intéressant, palpitant et prenant que cette confrontation du film qui a fait le choix d'opposer tous les blocards
à tous les griffeurs restants dans une magnifique scène d'action et de suspense. Quand je mets tout ça bout à bout, je trouve que le Labyrinthe 1, le premier du nom en tout cas, est une très bonne adaptation, car il a eu l'idée de privilégier l'action et le suspense au détriment d'une partie mystique qui à mon sens n'avait pas sa place au cinéma. Et c'est après tout le principe même de l'adaptation, et je ne peux que vous conseiller à vous qui avez aimé les films de lire les livres, même si vous n'aimez pas lire, de James Dashner, l'écrivain, car si vous avez apprécié les films du Labyrinthe, non pas que vous ayez tout raté, comme dans Harry Potter, ou si vous n'avez pas lu les livres, vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Mais si jamais vous ne les aviez pas lus, ça procure un plaisir différent. C'est cette sensation de redécouvrir quelque chose de familier, que l'on connaît, mais qui prend un virage inattendu à chaque fois qu'on est sûr de savoir ce qu'on va voir, ou ce qu'on va lire. En tout cas pour le premier film, encore une fois, car pour ce qui est du deuxième chapitre, La Terre brûlée, le livre et le film sont deux œuvres extrêmement différentes. Ça n'a limite rien à voir, c'est limite révoltant d'ailleurs. Et là pour le coup j'ai un coup de gueule à passer dans la deuxième partie car j'étais pas très content à la sortie du film. Car entre le livre numéro 2 et le deuxième film, il doit y avoir 20% de tronçons communs et tout le reste diffère. C'est absolument énorme à tel point que je ne parlerai même pas d'adaptation, mais carrément d'une liberté prise, pour les mêmes raisons peut-être que ce qui a différencié le premier livre et le premier film, à savoir des choses qui définitivement ne passeraient pas au cinéma, d'où une nécessité, peut-être, on en parlera la prochaine fois, de tout réécrire pour que ce soit cohérent et que tout passe à l'écran. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé en tout cas. Merci de partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour manifester votre soutien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo dédiée à la Terre brûlée. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.